Elle m'a trompé avec le coach sportif que je payais. Elle a dépensé mon argent en me riant au nez. Pendant 2 mois, je suis resté silencieux, le temps d'engager un avocat et un détective privé. Elle s'est évanouie en voyant ses photos s'afficher sur l'écran LED de sa propre fête. J'étais au fond de la salle, observant ma femme danser avec un homme que je payais. Ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que leurs messages explicites étaient sauvegardés, horodatés et prêts. Prêts à être lus à voix haute au micro devant 150 personnes, y compris sa mère. Mais avant d'en arriver là, vous devez comprendre comment un homme qui a construit des immeubles de 20 étages a décidé de démolir un mariage de 12 ans avec la précision d'une implosion contrôlée. Je m'appelle Étienne, j'ai 41 ans et je suis ingénieur en génie civil, spécialisé dans les constructions de haut standing. Je travaille avec des fondations profondes, des structures métalliques et du béton armé. J'ai passé ma vie entière à calculer la charge, la résistance et le point de rupture des matériaux. Ce que je n'imaginais pas, c'est qu'un jour je devrais appliquer cette même méthodologie pour analyser l'effondrement structurel de mon propre mariage. Hélène et moi nous sommes rencontrés à l'université. Elle étudiait l'architecture d'intérieur. J'étais en 4e année d'école d'ingénieur. Elle était belle, extravertie, du genre à illuminer n'importe quelle pièce. J'étais son opposé, calme, méthodique, le type qui restait tard à la bibliothèque universitaire à calculer des poutres. Nous nous complétions, ou du moins c'est ce que je croyais. Nous nous sommes mariés en 2013, une cérémonie simple sur une plage près de Théoul-sur-Mer. À cette époque, je débutais sur le marché du travail, comme ingénieur débutant dans une entreprise de construction de taille moyenne. Hélène faisait encore quelques missions de décoration en freelance, mais elle a toujours dit clairement que son rêve était d'être mère et de s'occuper de la maison. Je l'ai soutenue. Quand Arthur est né en 2015, elle a tout abandonné pour se consacrer à notre fils et je me suis plongé dans le travail. Au cours des 6 dernières années, je me suis bâti une solide réputation. Je suis devenu associé dans 3 projets immobiliers de luxe dans le Carré d'Or à Nice. J'ai été consultant pour des promoteurs à Paris et j'ai pris la direction technique d'une résidence qui est devenue une référence sur la Côte d'Azur. Le chiffre d'affaires mensuel de mon entreprise a atteint 45 000 € les bons mois. Hélène, de son côté, a découvert Instagram, le Pilate, le coach sportif, les ongles en gel toutes les 2 semaines, et les déjeuners interminables avec ses amis à la voile blanche, ce restaurant cher sur la promenade des Anglais où une simple salade coûte 30 €. Je ne me suis jamais plaint, je travaillais 14 heures par jour justement pour qu'elle et Arthur ne manquent de rien. Notre routine était simple. Je me levais à 5h30, prenais un café rapide, montais dans mon Audi Q7 et partais pour le chantier. Hélène se levait à 9h, emmenait Arthur à l'école privée, allait à la salle de sport, retrouvait ses amis, récupérait Arthur à 16h et rentrait à la maison. Quand j'arrivais, vers 20h, le dîner était prêt, la maison en ordre et Hélène, toujours impeccable, avec ce sourire que je croyais sincère. L'appartement où nous vivions se trouvait dans la résidence Les Terrasses de Fabron, un immeuble de luxe dont j'avais moi-même coordonné la construction. 4 suites, 280 mètres carrés, vue sur la mer, tout enregistré à mon nom. Sa voiture, une DS7 Crossback blanche, était aussi à mon nom. La carte bancaire qu'elle utilisait était une extension de la mienne. Je n'ai jamais fixé de limite, confiance totale, structure solide. Du moins, c'est ce que je pensais. La première fissure dans les fondations est apparue fin mars de cette année. Je finalisais un rapport technique pour la mairie, un projet de rénovation d'un bâtiment commercial dans le centre. Il était 23h, un mardi soir. J'étais dans le bureau que j'avais aménagé à la maison, une pièce que j'avais transformée en refuge technique avec une table à dessin, une imprimante 3D et 2 moniteurs de 27 pouces. Hélène était déjà allée se coucher, du moins c'est ce qu'elle m'avait dit en passant la porte à 22h20, portant cette nuisette en soie grise que je lui avais offerte à Noël. Je devais imprimer la notice descriptive du projet. J'ai cliqué sur l'icône de l'imprimante et c'est là que l'écran de l'ordinateur s'est allumé avec une notification de WhatsApp Web. Ce n'était pas mon compte, c'était le sien. Hélène avait utilisé mon ordinateur le matin pour chercher je ne sais quoi sur les fêtes d'enfants et avait oublié de fermer sa session. Le message qui est apparu à l'écran disait « Tu me manques terriblement, quand est-ce qu'on pourra passer plus de temps seul ?» Le nom du contact était Mathieu Coach, suivi d'un emoji de feu. Mon premier réflexe a été de fermer la fenêtre, de croire que c'était une de ses amies qui faisait une blague. Mais je suis ingénieur. Je ne travaille pas avec des suppositions. Je travaille avec des données,
des preuves, des tests de charge. J'ai respiré profondément. J'ai senti le goût amer du café réchauffé dans ma bouche, l'odeur de la climatisation mêlée au parfum du papier. J'ai cliqué sur la conversation. Ce que j'ai vu au cours des 3 heures suivantes a détruit 12 ans de ma vie. Je ne vais pas entrer dans tous les détails sordides, mais je vais vous en donner assez pour que vous compreniez le niveau de la déloyauté. Mathieu était son coach sportif, un type de 32 ans, tatoué, qui donnait des cours à l'Azur Fitness Club. Les messages commençaient en janvier. Au début, ce n'était que des compliments idiots pendant les entraînements. Tu es de plus en plus forte. Quelle évolution incroyable. Puis ce sont devenus des conversations en dehors des heures de sport. Quelle belle photo, tu es si spécial. En février, c'était déjà des messages de bonjour et de bonne nuit, et en mars, des plans pour des rendez-vous dans des hôtels discrets. Un certain hôtel Le Mimosa, près de l'autoroute A8. Je connaissais l'endroit. Il se trouve après Cagnes-sur-Mer, caché au milieu d'une route secondaire. Il se retrouvait les mardis et jeudis, entre 14h et 17h, pendant qu'Arthur était à l'école. Et moi, j'étais sur le chantier à superviser le coulage du béton. Hélène mentait en disant qu'elle allait chez le dermatologue, qu'elle avait une réunion à l'école ou qu'elle allait faire du shopping au centre commercial Cap 3000. Les messages étaient explicites. Elle disait des choses qu'elle ne m'avait jamais dites. Il répondait avec une intimité qui me faisait trembler de rage. Mais le pire n'était pas les mots, c'étaient les sommes d'argent. Dans une des conversations, Mathieu commentait « J'en ai profité pour payer la mensualité de la voiture avec l'argent que tu m'as donné. » Elle répondait avec un emoji de cœur « On le mérite, mon amour. » Il ne remarque même pas quand il en manque. Elle détournait mon argent pour entretenir son amant. J'ai fermé l'ordinateur portable lentement, je me suis levé de ma chaise, je suis allé à la cuisine, j'ai rempli un verre d'eau glacée. Je l'ai bu d'une traite. J'ai regardé le plafond, j'ai compté jusqu'à 10, puis jusqu'à 20. J'ai senti l'adrénaline monter, le cœur s'accélérer, mais mon esprit était curieusement calme. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je n'ai pas frappé le mur. Parce que j'ai compris à ce moment-là une chose très simple, la colère sans stratégie est un gaspillage d'énergie. Et je n'allais rien gaspiller. Je suis retourné au bureau. J'ai fait des captures d'écran d'absolument tout, conversation par conversation, audio par audio, photo par photo. J'ai tout sauvegardé dans un dossier chiffré sur mon disque dur externe. J'ai documenté les dates, organisées par ordre chronologique. J'ai même téléchargé la facture de l'hôtel qu'elle avait sauvegardé sur son cloud, payé avec la carte bancaire dont je réglais les dépenses. Quand j'ai terminé, il était 3h40 du matin. J'ai éteint l'ordinateur, je suis allé dans la chambre. Hélène dormait sur le côté, son téléphone sur la table de chevet, complètement inconsciente du fait que sa vie, telle qu'elle la connaissait, venait d'entrer en processus de démolition. Je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé, à regarder le ventilateur de plafond tourner, à traiter les informations, non pas avec tristesse, mais avec méthode. Parce que l'Étienne Marie était sous le choc, mais l'Étienne ingénieur était au travail. Structure compromise, fondation défaillante, matériaux inappropriés. Rapport technique, irrécupérable. Protocole, démolition contrôlée. Objectif, minimiser les dommages collatéraux et garantir que la responsable assume l'entière responsabilité des conséquences. Le lendemain matin, je me suis comporté comme d'habitude. Je me suis levé à 5h30, j'ai pris une douche, je suis descendu pour le petit déjeuner. Hélène est apparue à 7h, joyeuse, en brassière et leggings, prête pour la salle de sport. Elle m'a fait un bisou rapide sur la joue. J'ai rendu son geste. Elle a dit qu'elle reviendrait pour le déjeuner et elle est partie. J'ai entendu le bruit de la DS7 sortir du garage. J'ai attendu 5 minutes, puis j'ai commencé la phase de collecte de données. J'ai appelé Maître Rémy, un avocat spécialisé en droit de la famille qui avait déjà travaillé avec moi sur une affaire de succession. J'ai fixé un rendez-vous confidentiel pour l'après-midi même. Ensuite, j'ai appelé une agence de détectives privés qui avait un bureau dans le quartier de l'Arena. J'ai expliqué la situation avec une froideur technique. Ils m'ont donné un devis de 3 500 € pour un travail complet de 15 jours, photos, vidéos, suivi et rapports consolidés. J'ai autorisé sur le champ. J'ai payé par virement instantané. À 15h, j'étais dans le cabinet de Maître Rémy. C'était un homme de 60 ans, cheveux grisonnants,
costume impeccable. Il a écouté mon histoire sans m'interrompre, a analysé les captures d'écran que j'avais apportées. Quand j'ai eu fini, il a retiré ses lunettes, a nettoyé les verres avec un chiffon et a dit « Étienne, vous avez un dossier blindé. Adultère prouvé, détournement de fonds, documentation abondante. En termes juridiques, vous avez toutes les cartes en main. Maintenant, dites-moi. Voulez-vous de la rapidité ou une justice complète ? Je veux les deux, ai-je répondu, mais surtout, je veux qu'elle comprenne qu'elle a sous-estimé le mauvais homme. Il a souri, le sourire d'un avocat qui a vu beaucoup de bassesse dans sa vie et sait reconnaître un client qui n'acceptera pas de compromis. Alors, nous allons faire un travail d'architecture juridique. Vous allez continuer à agir normalement. Pas de dispute, pas de confrontation. Vous êtes le mari exemplaire. Pendant ce temps, je prépare toute la paperasse. Divorce pour faute avec demande de dommages et intérêts. Requête pour la résidence exclusive d'Arthur basée sur la conduite inappropriée de la mère et un audit financier complet pour prouver la dissipation du patrimoine. Parallèlement, vous allez lui couper l'accès aux ressources de manière graduelle, sans éveiller les soupçons. Nous allons resserrer les taux sans qu'elle s'en aperçoive, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Nous avons signé le contrat, j'ai payé les honoraires initiaux et je suis sorti de ce cabinet avec un plan d'action aussi structuré qu'un plan de fondation. Les 2 semaines suivantes, j'ai mené une double vie. Le jour, j'étais le mari dévoué. J'emmenais Arthur faire du vélo sur la promenade des Anglais les samedis matins. Je regardais des dessins animés avec lui l'après-midi. Je complimentais le dîner qu'Hélène préparait. Je lui demandais comment s'était passée sa journée, je souriais. La nuit, après que tout le monde dormait, je recevais les rapports du détective. Des photos d'Hélène entrant à l'hôtel Le Mimosa à 14h37 un mardi. Des vidéos d'elle et Mathieu sortant main dans la main d'un restaurant à Antibes, une ville où elle pensait que personne ne la reconnaîtrait. Des captures d'écran de nouvelles conversations que l'enquêteur avait réussi à intercepter. Chaque preuve était un clou dans le cercueil, chaque mensonge enregistré, chaque euro détourné comptabilisé. La dette morale grandissait, et ma soif de justice aussi. Mais je n'étais pas pressé. Parce que la vengeance, quand elle est bien planifiée, n'est pas un plat qui se mange froid. C'est un plat qui se sert à la température exacte, au bon moment, pour un impact maximal. Le bon moment est arrivé quand Hélène a mentionné nonchalamment pendant un dîner qu'elle voulait organiser une grande fête pour ses 35 ans. Mon chéri, je pensais, et si on faisait quelque chose de spécial cette année ? Inviter toute la famille, les amis, dans un bel espace. Elle parlait avec enthousiasme, les yeux brillants. Point avec ce buffet magnifique que Camille a utilisé au mariage de son fils. J'ai mâché mon steak grillé. J'ai bu une gorgée de jus d'orange et j'ai souri. Bien sûr, mon amour, tu le mérites. Tu peux tout organiser comme tu le souhaites. Ne te soucie pas du coup. Son sourire fut radieux. Elle s'est levée, est venue de mon côté de la table, m'a embrassé sur la joue. Tu es le meilleur mari du monde, tu sais ? Je savais qu'elle inviterait Mathieu. Je savais qu'elle dépenserait une fortune. Et je savais avec une certitude absolue que cette fête serait la scène parfaite pour le grand final. Hélène s'est lancée dans les préparatifs. Elle a engagé une agence événementielle qui facturait 25 000 € pour le forfait complet, buffet premium, décoration thématique, DJ, open bar et couverture photographique. Elle a commandé une robe sur mesure dans une boutique de la rue Paradis, un modèle sirène bleu turquoise qui a coûté 2 000 €. Elle a pris rendez-vous au salon de coiffure pour un brushing, un maquillage et une manucure le jour de l'événement. Elle a envoyé des invitations personnalisées à 150 personnes et, comme je m'y attendais, elle a mis le nom de Mathieu sur la liste des invités. C'est mon coach, mon amour. Il fait partie de ma routine. Ce serait bizarre de ne pas l'inviter. Aucun problème, ai-je dit, avec la tranquillité de celui qui a déjà vu la fin du film. Invite qui tu veux, ma chérie. Pendant qu'elle planifiait la fête, je planifiais l'exécution. Maître Rémy a préparé tout le dossier de divorce. 3 copies signées, prêtes à être déposées. L'assignation faisait 26 pages et était un chef-d'œuvre juridique, citant l'article 242 du Code civil, et demandait la résidence exclusive d'Arthur au domicile du père en se basant sur un environnement familial inapproprié. De plus, elle incluait une demande de blocage immédiat de toutes les cartes bancaires au nom de la défenderesse.
Parallèlement, j'ai pris quelques dispositions financières. J'ai discrètement annulé sa carte bancaire secondaire, mais j'ai maintenu une faible limite de 500 € pour qu'elle ne s'en aperçoive pas. J'ai transféré 75 000 € du compte joint vers un compte professionnel de mon entreprise. J'ai changé le titulaire de la mutuelle. J'ai retiré son nom de la police d'assurance de la voiture. Et la cerise sur le gâteau, j'ai transféré la propriété de notre appartement à une holding familiale. 2 jours avant la fête, j'ai reçu le rapport final du détective. 53 pages, 118 photos, 17 vidéos, 6 enregistrements audio de conversation. Le document était si complet qu'il ressemblait à une thèse sur l'infidélité conjugale. La conclusion était simple, Hélène Martin, née le 14 juin 1990, architecte d'intérieur, entretient une relation extra-conjugale avec Mathieu Dubois, coach sportif, depuis environ janvier 2025. Avec des rencontres hebdomadaires dans des établissements hôteliers financés par les ressources du conjoint trompé. J'ai rangé le rapport dans le tiroir de mon bureau. J'ai respiré profondément. J'ai regardé par la fenêtre. Dehors, le coucher de soleil peignait le ciel en orange sur la baie des Anges. J'ai ressenti une paix étrange. Ce n'était pas du bonheur, c'était le soulagement d'un ingénieur qui avait enfin tous les calculs prêts pour l'implosion d'une structure condamnée. La veille de la fête, Hélène était anxieuse. Elle faisait les 100 pas dans l'appartement, vérifiant les détails, appelant l'organisatrice, essayant sa robe pour la 3e fois. J'étais sur le canapé, en train de regarder un match OM-PSG à la télévision. Elle est venue dans le salon. « Mon chéri, tu vas faire un discours demain ? Un toast, quelque chose comme ça. » Je l'ai regardé, ce joli visage, soigneusement maquillé, cachant une âme déloyale. « Oui, mon amour. J'ai préparé une surprise pour toi. Je pense que tout le monde se souviendra de ce discours pour le reste de sa vie. » Elle m'a embrassé sur le front et est allée dormir, sans la moindre idée que la surprise n'était pas un collier de diamants, mais une condamnation publique. Le 18 mai 2025 s'est levé sous un grand soleil. Ciel bleu, 28 degrés, une douce brise marine. Parfait pour une fête. Ou pour un enterrement. L'événement devait commencer à 19 h. Hélène est partie de la maison à 15 h pour le salon de coiffure. Elle a laissé Arthur avec ma mère. Je suis resté seul dans l'appartement. J'en ai profité pour revoir les derniers détails. J'ai mis la clé USB avec les captures d'écran des conversations dans la poche de mon veston. J'ai vérifié que mon téléphone était bien chargé. J'ai envoyé un message à Maître Rémi, tout est prêt. On se voit tout à l'heure. Il a répondu avec un emoji pouce levé. J'ai pris une longue douche, je me suis rasé, j'ai mis de l'après-rasage, j'ai enfilé un pantalon en lin beige, une chemise bleu clair et un veston de tailleur que j'avais acheté à Paris. Je me suis regardé dans le miroir. Je n'étais pas nerveux, j'étais calibré. Comme une structure en béton précontraint, prête à supporter n'importe quelle charge sans se fissurer. Je suis arrivé à la salle de réception à 18 h 30. L'endroit était vraiment magnifique. Une grande salle avec une haute hauteur sous plafond, une décoration blanche et dorée, d'énormes arrangements floraux, des lumières indirectes créant une atmosphère sophistiquée. Il y avait des tables rondes pour 10 personnes, chacune avec des nappes en lin et de la vaisselle fine. Au fond, une petite scène avec un micro pour les discours. Et au centre, une table de dessert qui semblait sortie d'un magazine de mariage. Hélène est arrivée à 19 h précise, éblouissante. La robe bleu turquoise épousait son corps comme une seconde peau. Ses cheveux étaient lâchés, tombant en vagues parfaites. Son maquillage était impeccable. Elle ressemblait à une actrice sortant de sa voiture. Les invités ont commencé à arriver. Sa famille, sa mère, Madame Marlène, une dame de 60 ans qui m'avait toujours traité avec dédain, comme si je n'étais jamais assez bien pour sa fille. Ses frères, Damien et Pauline, qui vivaient de l'argent de poche de leur mère. Ses amis, une bande de femmes qui passaient leurs après-midi à bavarder dans des cafés chics. Ma famille, ma mère, Madame Sonia, une femme de 65 ans qui a élevé seule 3 enfants après la mort de mon père. Mes frères et sœurs, Gauthier et Félicie, qui savaient tout et n'étaient là que pour me soutenir. Et bien sûr, Mathieu, l'amant. Il est arrivé à 19 h 20, portant un jean sombre et une chemise noire moulante qui mettait en valeur les muscles qu'il travaillait à la salle de sport tout en planifiant la destruction de mon mariage. Il a salué quelques personnes, a pris une coupe de champagne et s'est mis dans un coin,
observant Hélène avec un regard que n'importe qui avec un minimum de perception identifierait comme de la convoitise. Je suis allé le saluer. Oui, vous avez bien lu. Je suis allé vers lui, j'ai tendu la main et j'ai dit, « Salut Mathieu, content que tu sois venu. Hélène m'a beaucoup parlé de toi. Merci de l'aider à rester en forme. » Il m'a serré la main, surpris. « Salut Étienne. » Avec plaisir. C'est une élève dévouée. J'ai souri. Un grand sourire, sincère, même un peu trop, j'imagine. Ce doit être une élève très impliquée. Il a ri, sans comprendre la couche de venin dans ma phrase. Je lui ai donné une tape sur l'épaule et je me suis éloigné. La fête a suivi son cours. Le dîner a été servi, saumon grillé, risotto, salade sophistiquée. Les gens mangeaient, buvaient. Elle recevait des compliments, prenait des photos. Elle était radieuse, à son apogée. C'était la princesse du bal et elle n'avait pas la moindre idée que dans 40 minutes, elle deviendrait la sorcière de l'histoire. À 21h15, l'organisatrice est venue me voir. « Étienne, c'est l'heure du discours. Voulez-vous monter sur scène ?» J'ai hoché la tête. J'ai pris le verre de vin rouge qui était sur la table, j'ai monté les 3 marches jusqu'à la scène. La musique s'est arrêtée, le DJ a baissé les lumières, un projecteur m'a éclairé. J'ai pris le micro, j'ai entendu le sifflement aigu du son et j'ai commencé. Bonsoir à tous. D'abord, merci d'être ici pour célébrer ce jour spécial avec nous, les 35 ans d'Hélène. Beaucoup de gens demandent quel est le secret d'un long mariage. La réponse est simple, la confiance. Vous savez, je travaille dans la construction, et la première chose qu'on apprend, c'est qu'une structure ne tient debout que si ses fondations sont solides. Si la base est défaillante, peu importe à quel point vous l'embellissez en surface. Un jour ou l'autre, tout s'effondre. Les gens pensaient que c'était un discours romantique. Hélène souriait, émue, pensant que j'allais terminer par une déclaration mielleuse. J'ai continué. J'ai construit ma vie sur des principes, la loyauté, l'honnêteté, le travail acharné. Et je croyais que la personne à mes côtés partageait ces valeurs. Mais parfois, on découvre qu'on avait tort. Parfois, on découvre que la structure qu'on pensait être en acier était en fait du carton peint. L'ambiance a changé. Certains invités ont échangé des regards. Hélène a froncé les sourcils, confuse. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, je l'ai connecté au système audio de la salle via Bluetooth. L'organisatrice m'a regardé sans comprendre. Je l'ai ignoré. Alors, j'ai apporté un cadeau différent aujourd'hui. Un cadeau de vérité. Parce que je pense que tout le monde ici mérite de savoir qui est vraiment Hélène. Pas la version Instagram, la version réelle. J'ai lancé le premier enregistrement audio. La voix d'Hélène a résonné dans les haut-parleurs de la salle. Cristalline, sans équivoque. Mon amour, j'ai tellement hâte de te voir. Ce week-end, Étienne part à Paris pour un chantier. On pourrait en profiter. La réponse de Mathieu a suivi. Super, allons-y. Je vais réserver cet hôtel que tu as aimé. Cette fois, c'est moi qui paie. Le silence qui s'est abattu sur la salle était sépulcral. 150 personnes figées. Hélène est devenue littéralement blême. La couleur a quitté son visage comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Madame Marlène s'est levée de sa chaise, la bouche bée. Les amis d'Hélène se sont regardés, choqués. Mathieu a tenté de s'éclipser discrètement, mais mon frère Gauthier, un ancien joueur de rugby de 110 kilos, a bloqué la porte. J'ai continué. J'ai lancé le deuxième audio, puis le troisième. Des phrases explicites, des rires, des plans de rendez-vous, des sommes d'argent. J'ai lu certains messages textes de la clé USB, maintenant projetés sur l'écran LED qui était censé diffuser les photos de la fête. J'en ai profité pour acheter cette chemise que tu voulais avec sa carte. Il ne regarde même pas les relevés. Tu es incroyable. Heureusement qu'il travaille autant et ne remarque rien. Chaque message était un coup de massue. Chaque audio, un coup de poing dans l'estomac de ceux qui écoutaient. Je n'ai pas haussé la voix, je n'ai pas insulté. J'ai gardé un ton technique, presque bureaucratique, comme si je lisais un rapport d'inspection. Message du 23 février. Message du 10 mars. Facture de l'hôtel Le Mimosa. Date, 15 avril.
Étienne, arrête ça. Sa voix était stridente, désespérée. Je l'ai regardé sans colère, sans douleur, juste avec la froideur de celui qui exécute un protocole. Pourquoi? Tu ne voulais pas une fête mémorable? Eh bien voilà, personne ici ne l'oubliera. Surtout pas toi. Je me suis tourné vers Mathieu, qui était livide, en sueur. Mathieu, viens ici. Monte sur scène. Après tout, tu fais pratiquement partie de la famille, n'est-ce pas? Puisque tu t'es senti si à l'aise d'utiliser l'argent que je gagnais en me tuant à la tâche sur les chantiers pour financer tes escapades. Il n'est pas monté. J'ai terminé ma présentation. Pour conclure, je voudrais remercier tous ceux qui sont venus. La note de la fête est déjà payée. Profitez de la nourriture. Profitez des boissons. Parce qu'Hélène n'aura pas l'argent pour en organiser une autre de sitôt. Toutes ses cartes bancaires ont été annulées cet après-midi. L'appartement où elle vit est enregistré au nom d'une holding dont elle ne fait pas partie. Et demain matin, à 9 h. La procédure de divorce sera déposée au tribunal judiciaire de Nice, avec une demande de dommages et intérêts et la résidence exclusive de notre fils. Ah, et Mathieu, ne t'inquiète pas, tu ne seras pas poursuivi au pénal. Mais comme tu es aussi marié. J'ai pris la liberté d'envoyer ces mêmes documents à ta femme. Elle doit être en train de les recevoir maintenant. Le téléphone de Mathieu a vibré dans sa poche. Il l'a sorti, a regardé l'écran, et son expression fut celle d'une panique pure. Sa femme venait de lui envoyer une série de messages en majuscules que je n'ai pas besoin de reproduire ici. Je suis descendu de la scène. J'ai remis le micro sur son support. J'ai repris mon verre de vin que j'avais laissé au bord de la scène et j'ai bu le reste d'un trait. Le goût était bon, corsé, avec des notes de chêne. Hélène était assise par terre, en larmes, entourée de ses amis qui ne savaient que dire. Le devoir de fidélité a été rompu, et les ressources du demandeur ont été détournées pour financer la relation extra-conjugale. Il n'y a ici aucun mérite qui justifie un partage équitable du patrimoine. Le tribunal prononce le divorce aux torts exclusifs de l'épouse et fixe la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père. Le tribunal condamne la défenderesse à verser une pension alimentaire de 350 € mensuels pour l'entretien de l'enfant et à verser au demandeur la somme de 14 000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, payable en 6 versements. Oui, elle a été obligée de me payer. Elle qui était la reine d'Instagram est devenue une paria sociale. Ses amis ont disparu. Sa mère, bien qu'elle l'ait hébergée, lui reproche constamment l'humiliation qu'elle a subie. Mathieu a divorcé aussi, a perdu la moitié de ses biens au profit de son ex-femme et est retourné vivre chez sa mère à Toulon, donnant des cours dans une salle de sport de quartier. Aujourd'hui, 7 mois plus tard, ma vie est belle. Arthur vit avec moi, il se développe bien, il voit une psychologue pour gérer la séparation de ses parents. Je continue de travailler, de bien gagner ma vie et j'ai récemment commencé à fréquenter une architecte rencontrée lors d'un appel d'offres. Elle est l'opposé d'Hélène. Discrète, travailleuse, honnête. Quelqu'un qui construit, pas qui détruit. J'ai croisé Hélène une fois par hasard au supermarché. Elle poussait un chariot, choisissant des marques moins chères. Elle m'a vu, a baissé la tête et a essayé de changer de rayon. Je n'ai rien dit, j'ai simplement continué mon chemin. Je n'ai pas ressenti de colère, ni de pitié. J'ai juste ressenti la paix de celui qui a exécuté une démolition technique, sans erreur de calcul, et a construit une nouvelle vie sur des fondations solides. La leçon que je tire de tout ça est simple, le caractère n'a pas de prix. Vous pouvez être beau, charmant, posséder tous les biens matériels du monde, mais si votre structure interne est faible, un jour, vous vous effondrerez. Et quand vous choisissez de trahir quelqu'un qui vous a tout donné, qui a travaillé pour votre confort, qui vous a fait une confiance aveugle, vous ne faites pas que rompre un contrat, vous dynamitez les fondations d'une vie entière. Et là, il n'y a pas de réparation, pas de rénovation. Il n'y a que la démolition et la reconstruction à partir de zéro. Beaucoup de gens me demandent si je n'ai pas exagéré, si je n'aurais pas pu régler ça de manière plus discrète, plus civilisée. Et ma réponse est toujours la même, la civilité suppose la réciprocité. Elle n'a pas été civilisée quand elle me trompait, elle n'a pas été discrète quand elle utilisait mon argent pour entretenir un autre homme. Alors, pourquoi aurais-je dû l'être? Je n'ai pas été cruel, j'ai été proportionnel. Elle m'a humilié en privé pendant des mois. J'ai simplement rendu l'humiliation de manière publique.
Une justice équilibrée. Si vous traversez quelque chose de similaire, je veux vous dire une chose. Vous n'êtes pas obligé d'accepter l'inacceptable. Vous n'êtes pas obligé d'accepter la déloyauté au nom de la paix. Vous n'êtes pas obligé de sauver les apparences pendant que quelqu'un vous poignarde dans le dos. Le respect de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie, c'est de la dignité. Maintenant, si vous décidez d'agir, agissez avec intelligence. N'agissez pas sous le coup de l'émotion. Ne cassez rien. Ne criez pas. Ne faites pas de scandale avant l'heure. Documentez tout. Capture d'écran, audio, photo, facture, date, heure. Constituez un dossier comme si vous alliez monter une procédure judiciaire, car c'est probablement exactement ce que vous ferez. Trouvez un bon avocat. Pas le moins cher, le meilleur que vous puissiez vous payer. Parce qu'au moment décisif, celui qui a les meilleures preuves et le meilleur avocat l'emporte. Ignorez ceux qui diront que vous avez exagéré, que vous êtes allé trop loin, que vous auriez dû pardonner. Ceux qui jugent de l'extérieur ne savent pas ce que c'est de découvrir que la personne que vous aimiez se moquait de vous dans votre dos. Ils ne savent pas ce que c'est de se sentir pris pour un idiot pendant qu'on travaille comme un forcené. Leur opinion n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est de vous regarder dans le miroir et de savoir que vous n'avez pas accepté d'être un paillasson. Pour en revenir à la métaphore de l'ingénierie, quand une structure est compromise, vous avez deux options. Soit vous faites une rénovation palliative qui durera peu et vous coûtera cher, soit vous démolissez tout et reconstruisez à partir de zéro avec des matériaux de qualité. J'ai choisi la deuxième option. Et aujourd'hui, je peux dire que ça en valait la peine. Avant de partir, je veux laisser une dernière réflexion. Certains diront que j'aurais dû pardonner, que tout le monde fait des erreurs, que le mariage consiste à surmonter les crises. Et je suis d'accord, le mariage consiste à surmonter les crises. Mais il y a une différence entre une crise et une trahison préméditée. Une crise, c'est perdre son emploi, c'est avoir un enfant malade, c'est traverser des difficultés financières. La trahison est un choix. C'est se réveiller chaque jour et choisir de mentir, de tromper, de manquer de respect. Ce n'est pas une erreur, c'est une série de décisions conscientes. Donc non, je ne pardonnerai pas. Car pardonner sans conséquence, c'est enseigner que la déloyauté est acceptable. Et elle ne l'est pas. Vous devez vous valoriser. Vous n'êtes pas le plan B de quelqu'un. Vous êtes le protagoniste de votre propre vie, et un protagoniste n'accepte pas un rôle de figurant. Un protagoniste réagit, reconstruit, et gagne. J'ai aussi appris que la douleur est temporaire, mais la dignité est permanente. Les premiers jours après la séparation, j'ai eu mal. Bien sûr. On n'efface pas 12 ans de mariage du jour au lendemain. Mais la douleur est passée. Et ce qui est resté, c'est la certitude d'avoir fait ce qu'il fallait, de ne pas m'être rabaissé, d'avoir gardé ma dignité intacte. Cela vaut plus que n'importe quelle relation. Si vous êtes au milieu de la tempête en ce moment, je veux vous dire, ça va passer. Pas aujourd'hui, pas demain, mais ça passera. La colère se transformera en indifférence. Et vous réaliserez que la vie sans cette personne est en fait meilleure, plus légère, plus libre. La reconstruction se fera, brique par brique, jour après jour. Et quand vous regarderez en arrière, vous verrez que cette démolition était nécessaire. Parce qu'on ne peut pas construire un nouvel édifice sur des fondations fissurées. Je veux vous remercier d'avoir écouté jusqu'ici. Je sais que ce n'est pas une histoire légère. Mais elle est réelle. Et parfois, nous avons besoin d'histoires réelles pour savoir que nous ne sommes pas seuls. Rappelez-vous le message principal, le caractère est tout, des fondations solides sont tout. Et quand vous découvrez que quelqu'un n'a ni l'un ni l'autre, vous ne rénovez pas. Vous démolissez et vous reconstruisez avec des gens vrais, avec de vraies valeurs, avec un amour véritable, basé sur le respect et la loyauté. Et pour vous qui recommencez, qui reconstruisez, sachez que de bonnes choses existent encore. J'en suis la preuve. Il y a 7 mois, j'étais détruit. Aujourd'hui, je suis mieux que jamais. Et vous y arriverez aussi. N'acceptez pas les miettes. Vous méritez la loyauté. Vous méritez la vérité. Ce n'est pas négociable. Commentaire, nous avons tous déjà ressenti cette douleur lorsque la confiance est brisée, mais le plus important est ce que nous faisons ensuite pour nous relever. Se respecter soi-même signifie parfois prendre des décisions difficiles afin de protéger notre propre paix intérieure. N'ayez jamais peur de poser des limites claires,
car votre bien-être et votre santé mentale ne doivent jamais être négociables. Même après une épreuve aussi lourde, il est toujours possible de reconstruire sa vie sur des bases plus saines et plus honnêtes. La vraie guérison commence dès l'instant où l'on refuse de se laisser définir ou diminuer par les actes déloyaux des autres. Rappelez-vous que la tolérance a ses bornes et que préserver sa dignité est un véritable acte de courage. Vous méritez d'être entouré de personnes qui valorisent votre loyauté et votre sincérité à leur juste valeur. Prenez le temps d'évaluer si votre environnement actuel soutient votre épanouissement ou s'il vous freine inutilement. Soyez le héros de votre propre parcours et choisissez toujours le chemin de la sérénité et de l'amour-propre. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.